Messieurs, dames, bonsoir. Alors, j'ai une présentation PowerPoint que je ne peux pas partager avec vous, mais elle sera disponible si vous vous adressez à Irina après coup. Mon adresse électronique sera portée et on pourra vous l'expédier à votre demande. Donc, je vais essayer de passer vite sur certaines images. J'ai choisi pour titre, puisque je n'ai pas choisi le titre de la conférence, hein, la guerre des empires, donc je me suis dit que j'allais parler des empires et d'impérialisme. Et j'ai choisi pour titre « L'empire états-unien mondialisé préfère la guerre et divise pour régner ». En fait, le titre c'est « L'empire états-unien mondialisé préfère la guerre », sous-titre « Divise pour régner ». Alors je vais expliquer un petit peu ce point de vue-là, et je vais expliquer que mon point de vue est un point de vue d'un irénologue, enfin c'est le terme savant pour dire chercheur sur la paix ou pour la paix. Mais comme on ne sait pas si on dit sur ou pour, en disant irénologue, on dit tout d'un seul mot, sachant que les anglo-saxons disent peace researcher et que j'évite de parler anglais. Voilà. Donc je dis irénologue pour cette raison-là. Mais je définis le terme. Mais je suis citoyen français. C'est-à-dire que mon champ de recherche, je l'ai découvert et cultivé depuis 22 ans à Genève et en Suisse, dans la pratique et dans la théorie, puisque j'ai même eu, dans une occasion précise, un mandat de la Confédération suisse pour une opération de paix et pour empêcher un conflit de dégénérer. Et puis le reste du temps, on fait de la théorie. Mais on essaye de relier théorie et pratique, parce qu'en sciences sociales, quand on fait que de la théorie, on peut délirer entre nous. Quand on est confronté à des champs concrets, on est obligé de faire un peu de réalisme ou de réel politique. Donc, je vous enverrai volontiers la présentation et je répondrai aux mails que vous m'enverriez le cas échéant. D'abord, je voudrais remercier vivement le dialogue franco-russe et Irina et toutes les personnes qui sont en charge, parce que c'est quasiment de l'utilité publique de promouvoir une information qui ne soit pas de la propagande. Je crois, et je vais montrer avec quelques exemples, je suis outré, comme citoyen français, je suis outré de voir mon pays se vautrer dans la mésinformation, la désinformation, la malveillance, à un degré assez inégalé. Je dois dire que les autres en Occident ne sont pas merveilleux, mais il y en a quand même qui sont moins mauvais. Y compris aux États-Unis d'Amérique, où vous avez une diversité de la presse qu'on n'a pas en France. Y compris au Royaume-Uni, où vous avez des informations, y compris actuellement sur ce qui se passe en Palestine, en Israël, qui sont carrément interdites en France. Je voudrais citer l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. En d'autres termes, l'interdiction des médias russes est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme ratifiée par la France. Alors bien sûr, il y a eu un procès bidon, puisqu'il y a eu une contestation par RT France, et puis il y a eu un procès qui est procès des représentants des États de l'Union européenne qui jugent quelqu'un qui conteste l'Union européenne. Vous voyez, c'est à peu près comme la justice militaire, vous avez peu de chances de sortir innocent dans ces procédures-là. Donc, il est assez paradoxal de voir que Julian Assange est prisonnier dans une prison de haute sécurité au Royaume-Uni et que Edward Snowden est réfugié politique à Moscou, enfin, ou dans la région, en tout cas en Russie. Donc, je voulais insister sur cet aspect-là parce que la guerre, ça commence par la manipulation des esprits et la propagande. Après, il y a des missiles et après, il y a d'autres opérations, mais c'est une composante à part entière. Je passe sur un des exemples qui m'avait particulièrement choqué il y a quelques années. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu sur France 2 le 10 août 2018, Poutine tueur de tigres. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cette image. Ça a donné lieu à une protestation très vive de l'ambassade de Russie en France, parce qu'en réalité, il y a une photo avec
Poutine, un certain nombre de personnes, ils sont en uniforme chasseur militaire. Il y a un beau tigre qui en réalité est une tigresse, mais enfin à ce degré-là on ne voit pas le détail, qui est allongé, couché devant lui, et le président Poutine tient un fusil. Et la présentatrice de dire, vous voyez, pendant que les gens normaux, les chefs d'État normaux vont se promener en famille pendant l'été, ou ils vont à la plage ou à la montagne, le président russe, lui, il va tuer des tigres, qui sont des bêtes sympathiques, etc., etc. Or, en réalité, le président Poutine participait à une campagne de protection du tigre de Sibérie, et en fait, il avait anesthésié le tigre. Lui ou son équipe, je ne sais pas qui a tiré la seringue anesthésiante, mais en réalité, la tigresse n'est pas tuée, elle est anesthésiée. Alors après, France 2 s'est excusé le lendemain en disant « Veuillez nous excuser de cette erreur ». Mais ce n'est pas une erreur, c'est un acte de malveillance et un acte de diffamation envers un chef d'État, et ça ne devrait pas être aussi anodin que ça. Alors le reste, c'est tout à l'avenant, je n'insiste pas, les travaux de Jacques Beau. Je voudrais citer une citation de Talleyrand que j'ai découverte très tardivement et qui date des années 1830-1840. Talleyrand, pendant une période de sa vie, s'est exilé aux États-Unis. La Révolution française étant incertaine, Talleyrand traversant tous les régimes avec une élégance remarquable, mais toujours au service de la France, il faut le remarquer, qu'elle soit monarchique, napoléonienne, redevenue monarchique, il a quand même réussi au traité de Vienne à sauver ce qui n'était pas sauvable, parce qu'après la débâcle napoléonienne, tout le monde voulait dépecer les conquêtes napoléoniennes, et Talleyrand, avec beaucoup de ruses, parfois de méthodes douteuses, mais enfin, il avait réussi à neutraliser un certain nombre des adversaires. Talleyrand, revenant des États-Unis, a eu cette phrase qui devrait être enseignée dans les écoles, et que je vous cite telle quelle, « Du côté de l'Amérique, l'Europe doit toujours avoir les yeux ouverts et ne fournir aucun prétexte de représailles. » L'Amérique s'accroît chaque jour. Imaginez, ça fait presque 200 ans. Hein. L'Amérique s'accroît chaque jour. Elle deviendra un pouvoir colossal et un moment doit arriver où, placée vis-à-vis de l'Europe en communication plus facile par les moyens de découverte nouvelles, elle désirera dire son mot dans nos affaires et y mettre la main. La prudence politique impose donc au gouvernement de l'ancien continent le soin de veiller scrupuleusement à ce qu'aucun prétexte ne s'offre pour une telle intervention. Le jour où l'Amérique posera son pied en Europe, la paix et la sécurité en seront bannies pour longtemps. Je dis ça, ça n'a pas de relation avec l'actualité, mais c'est quand même assez visionnaire de la part d'un homme qui a analysé, vécu et agi pour le bien de la France. Alors, je voudrais donner quelques éléments de réflexion sur les notions d'empire et d'impérialisme. On ne va pas se mettre d'accord, et moi-même, je n'en ai pas une à me rattacher, parce que dans ce domaine-là, les opinions divergent beaucoup, et il n'y en a pas une qui fasse unanimité. Il y a des écoles, il y a des pays qui ont des différentes conceptions. Je voudrais juste donner quelques définitions, et puis vous ferez votre choix au milieu. À mon avis, c'est à l'intérieur de ces choix-là qu'il faut s'orienter, mais sans que l'une d'entre elles chasse les autres. D'abord, je travaille avec l'analyse de Michel Beau, qui est un économiste, qui a travaillé sur la notion de système national mondial hiérarchisé comme concept alternatif à celui de mondialisation, et qui dit qu'il prend le mot impérialisme dans les deux sens, celui de Joseph Schumpeter et celui diffusé par les continuateurs de Marx. Schumpeter étant plutôt sur l'analyse traditionnelle romaine de l'Empire, c'est peut-être ce qui nous amènera à l'autre définition. Qu'est-ce que c'est qu'un empire, et traditionnellement? Et puis l'école marxiste mettant l'accent sur les rapports sociaux, les relations internationales, sous l'angle économique du développement du capitalisme. Il y a une autre notion qui est plus récente, mais qui fait un peu le développement de ça. C'est le travail fait par Edgar Morin et Sami Nahir, qui essayent de dire ce que c'est que l'empire aujourd'hui. Cet empire de marché libéralisé n'est pas un monstre abstrait, socialement désincarné.
Il s'identifie à des nations dominantes, États-Unis, Allemagne, Japon, c'était à l'époque, hein, ça remonte à 20 ans, 30 ans, maintenant la hiérarchie ne serait plus la même, et en leur sein à des couches sociales qui n'ont jamais été dans une situation aussi favorable. Cet empire constitue en fait un système d'alliance entre élites à l'échelle mondiale. Il renforce l'implantation du capitalisme dans certaines zones à l'exclusion des autres, mais à la grande différence d'avec le passé, son limes, c'est-à-dire la frontière, l'ancienne frontière de l'Empire romain, n'est pas géographique, il est devenu social. Et Sami Nahir développe dans un autre texte que l'Empire est un système monde, l'impérialisme est un comportement politique, économique, militaire qui peut caractériser une grande comme une petite nation. C'est intéressant de poser ces distinctions. Autre distinction qui est assez nouvelle, et il faut savoir que au début des années 2000, vous avez eu des théoriciens, notamment britanniques, mais quelques-uns étaient des États-Unis, qui ont fait l'apologie de l'impérialisme. Cette apologie de l'impérialisme était concomitante au projet de la Deuxième Guerre d'Irak. Et c'est assez intéressant de voir que certains, notamment un dénommé Robert Cooper, qui a fait un article qui a fait beaucoup de bruit dans le Guardian, qu'il a intitulé en anglais, mais vous pouvez avoir le lien de son article, il est toujours disponible dans le lien du Guardian, le nouvel impérialisme libéral, pour un nouvel impérialisme libéral. C'est quand même assez original parce que 10 ans ou 20 ans avant, c'était injurieux de traiter quelqu'un d'impérialiste. Or là, vous avez des gens comme Cooper et d'autres, britanniques, qui disent « Vive l'impérialisme libéral ». Alors, il l'appelle libéral, mais enfin, il faut voir ce que ça veut dire. Et Cooper explique que, entre autres, il faut avoir un double standard dans les relations internationales. Contrairement à ce que dit la charte de l'ONU où tous les États sont égaux, en réalité, il y a les civilisés et les pas civilisés. Entre les civilisés, on dialogue, et avec les civilisés, on leur tape dessus. Les non-civilisés, on leur tape dessus. Je vous laisse apprécier. Alors, bon, je ne vais pas égrener beaucoup plus, mais je crois qu'il faut garder ça. Et je suis prêt à effectivement répondre à des questions en détail. Il y a un livre que je recommande vivement et qui est à mon avis une bonne illustration de l'impérialisme. C'est le témoignage de Frédéric Pierucci, cadre d'Alstom, qui a fait 2 ans dans les prisons américaines, dont 1 an en prison de haute sécurité avec des tueurs et autres criminels de haut calibre. Il s'appelle « Le piège américain, l'otage de la plus grande entreprise de déstabilisation économique témoigne ». Je dis ça parce que l'Assemblée nationale a fait une commission sur la souveraineté et les ingérences étrangères et on a tapé sur les Russes et les Chinois comme si les autres étaient des enfants de cœur. Je n'ai pas le temps de développer. Alors je voudrais construire cette réflexion sur l'Empire états-unien autour de l'aveu de George Friedman. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent George Friedman, mais c'est un homme délicieux. Qui est un juif hongrois émigré aux États-Unis. Il a créé une société, un think tank privé qui s'appelle Stratford. Et Stratford fait des scénarios politiques, fait du renseignement. Certains l'appellent la CIA bis. Bon, je crois que c'est peut-être un peu exagéré. Mais en tout cas, il trempe dans les affaires de conseil à l'administration et aux grandes entreprises américaines. Il conseille la Maison-Blanche, le département d'État, mais aussi Google et d'autres. Et alors, George Friedman a le mérite d'appeler un chat un chat. Il faut reconnaître, moi je reconnais aux Américains, ils ont le défaut de vouloir dominer la planète, mais ils ont une grosse qualité, c'est que contrairement aux autres, ils sont moins hypocrites. Ils déclassifient leurs archives assez vite, 50 ans, ils ne prolongent pas les durées. Certains États disent « oui, mais enfin celui-là, c'est un dossier sensible, on le garde encore un peu plus longtemps ». Notamment les Suisses viennent de le faire pour l'Afrique du Sud. J'ai un ancien ambassadeur dans la salle qui pourra confirmer. Il semble que pendant la période de l'apartheid, les relations étaient trop cordiales et qu'il y a des choses qu'il ne faut pas rendre publiques. Et par exemple, les États-Unis ont reconnu qu'ils ont fait un coup d'État en Iran en 1953. Ils disent oui, c'est vrai. C'est déclassifié. Alors, quand c'est déclassifié, il y a des choses qui sont cachées, hein, c'est caviardé. Mais les Britanniques, ils refusent toujours de reconnaître qu'ils l'ont fait, ils étaient associés. Et alors George Friedman, je vous conseille cette vidéo, le lien est sur la présentation. Il explique au Chicago Council que la seule priorité des États-Unis d'Amérique depuis des centaines d'années, c'est-à-dire depuis leur création, c'est d'empêcher l'émergence d'une puissance rivale sur le continent eurasiatique.
Et le moyen principal d'empêcher ça, c'est d'empêcher toute possibilité d'alliance entre l'Allemagne et la Russie. Et si vous voyez bien ce qui se passe avec l'Ukraine, et Nord Stream et le reste, c'est exactement l'application de cette feuille de route qui a été... Alors, Friedman n'a rien inventé. En réalité, il continue ses travaux. Ça avait été dit longtemps avant par deux politologues, un britannique et un états-unien, Halvard Mackinder et Nicholas Spykman, qui ont développé la notion de Heartland et de Rhineland. Le Heartland, c'est en gros ce qui va de la Pologne et de la Biélorussie, même un peu plus à l'ouest, jusqu'au sommet nord de la Russie. Donc il n'y a rien de nouveau, il y a une vraie continuité, excusez-moi, et Mackinder avait cette formule remarquable qui résume sa pensée: qui gouverne l'Europe de l'Est gouverne le Heartland, qui gouverne le Heartland commande l'île-monde, l'île-monde c'est l'Eurasie élargie, et qui gouverne l'île-monde commande le monde. Donc vous voyez, ça a été repris par Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, dans son grand livre Le Grand Échiquier, dont je voudrais souligner que la traduction française est infidèle. Elle est infidèle, puisque le titre, le Grand Chessboard, est bien traduit par Le Grand Échiquier, là il n'y a pas de tricherie, mais dans le sous-titre il y a une tricherie. Le sous-titre anglais est American Primacy and its Geostrategic Imperatives. En clair, ça veut dire primauté ou suprématie américaine et ses impératifs stratégiques. Ça serait une traduction fidèle. La traduction française est l'Amérique et le reste du monde. Demandez-vous pourquoi l'éditeur a enlevé la notion de suprématie et la notion d'objectif stratégique. Au moins, l'édition américaine dit les choses comme elle les pense, et c'est à mettre à son actif. Je rappelle aussi, parce que ça a été oublié, que le débat sur l'Europe, c'est un débat qui a eu lieu ces dernières décennies à plusieurs périodes. On fait comme si aujourd'hui la coupure était une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Il y a eu un projet de confédération européenne, souvenez-vous pour les plus anciens, lancé par François Mitterrand fin 89, au moment de la chute du mur de Berlin, et qu'il a essayé de mettre en œuvre à Prague en 91. En 91, il y a eu un colloque à Prague qui a été saboté par les amis des Américains, c'est-à-dire les Tchèques, les Polonais et les autres, qui sont bien connus comme étant plus américains que les Américains. Donc en fait, tous ces gens-là ont dit oui, mais si on fait une confédération, il faudrait mettre le Canada, il faudrait mettre les États-Unis, il faudrait mettre le Japon. Et les Français ont dit, mais attendez, on voulait faire une confédération européenne. Vous voyez, c'est le continent eurasiatique. On peut ne pas mettre les Chinois, on peut ne pas mettre les Indiens, mais on pourrait mettre quand même tous les autres. Bon, ça a été oublié, ça. C'est une chose qui est passée. On a aussi oublié que la question de l'OTAN ne relève pas de la paranoïa du président Poutine, comme disent nos médias. Il y a un article qui, d'ailleurs, est particulièrement lumineux, mais que personne ne passe aux actualités. C'est l'avertissement de Michel Rocard en 1997. Michel Rocard était devenu parlementaire européen. Il avait quitté son poste de Premier ministre. Et il explique dans un article qui s'appelle « OTAN danger », donc j'ai mis le lien et je peux vous fournir l'article parce que dans les archives du Monde, il n'est pas disponible en entier. Michel Rocard dit « Nous avons reçu au Parlement européen une délégation de la Douma, l'Assemblée russe, qui comprenait les représentants des différents partis, c'est-à-dire la droite, la gauche. Il faut ne pas oublier que le principal parti d'opposition à Russie unie, c'est le Parti communiste. Ce n'est pas Navalny et ce qu'on nous sort dans la presse. Le défunt Navalny, mais maintenant on va essayer de recycler madame, enfin on va en trouver un autre qui est censé être représentatif alors qu'il ne représente pas grand-chose. Et Michel Rocard reçoit cette délégation et la délégation lui dit on n'est pas tous d'accord entre nous, mais on est d'accord sur un point, c'est qu'il ne faut pas élargir l'OTAN. Alors que les discussions étaient en cours et qu'il y avait même une première vague d'élargissement. Et Michel Rocard dit, si on est en l'OTAN, il faut donner aux Russes une garantie de sécurité par un accord sérieux
de sécurité réciproque. C'est exactement ce que demandent les Russes depuis 30 ans. Ça a été demandé par Gorbatchev, ça a été demandé par Eltsine, ça a été demandé par Medvedev, ça a été demandé par Poutine. On est passé outre. Donc je passe sur Rocard qui dit effectivement ça, et que George Kennan aux États-Unis disait la même chose la même année. Je signale que parmi les choses désagréables qu'on a faites aux Russes et qui ont fini par les énerver, et je précise que je ne souscris pas pour autant à toutes les actions des Russes. Moi, je suis chercheur pour la paix. J'aurais aimé que les autorités russes trouvassent une meilleure formule que la solution militaire. Bon, elles disent qu'il n'y en avait pas, je veux bien les croire. Simplement, moi, en chercheur, si vous voulez, mon rôle, c'est de chercher des explications et de voir des scénarios. Et penser, je ne suis pas thatchérien. Madame Thatcher disait « There is no alternative hein ». On l'appelait Miss Tina. Bon, moi je pense qu'il y a toujours des alternatives, simplement il y en a qui sont peut-être moins bonnes que d'autres. Ça, le débat peut être ouvert là-dessus. Mais en tout cas, parmi les choses désagréables qu'on a faites aux Russes, et qui ne sont pas connues, et c'est pour ça que je la cite, il y a eu une déclaration commune des secrétaires généraux de l'OTAN et de l'ONU le 23 septembre 2008, dans le dos des Russes, membres permanents du Conseil de sécurité. Ils se sont mis sur un bout de table et ils ont dit qu'ils avaient vocation à collaborer ensemble. Bon, les cheveux des Russes se sont dressés sur leur tête de voir que le secrétaire général de l'ONU, dans le dos du Conseil de sécurité, en tout cas des Russes du Conseil de sécurité, on peut penser que d'autres étaient informés, ont signé un accord avec le secrétaire général de l'OTAN, qui n'est pas tout à fait neutre. Alors, bon, cette histoire de Brzezinski et de Friedman, parce que Brzezinski explique, je vous ai pas mis la citation pour faire court, mais Brzezinski, il explique, il faut absolument étendre l'OTAN et l'ONU, il faut contenir les Russes, et ça va provoquer des troubles et des violences en Europe. Il écrit ça en 1997-99, Zbigniew Brzezinski. Donc tout ça, c'est une feuille de route qui, depuis plus de 20 ans, 25 ans, a été mise au point, pensée, organisée. Et alors, ce que personne ne cite, c'est que l'actuel ambassadeur des États-Unis à Varsovie est l'un des fils de Zbigniew Brzezinski. Frank, c'est quand même merveilleux comme sens de l'organisation. Il y a beaucoup de pagaille, il y a beaucoup de désordre, on ne fabrique pas toujours les nombres de missiles qu'on voudrait, mais on a de la suite dans les idées, parce qu'effectivement, ce n'est pas banal de mettre le fils du penseur de la politique étrangère. Une chose qui n'est pas portée à la connaissance du public, et même des gens qui sont favorables à un rapprochement ne le disent pas, ce sont le détail des propositions russes de décembre 21. Personne ne met en question l'affirmation médiatique de l'ultimatum de Poutine. Vous avez entendu parler de ça. Quelques jours avant l'incursion russe en Ukraine, on a entendu nos médias dire qu'il y avait un projet, Poutine avait lancé un ultimatum aux Occidentaux. Alors, moi je vais vous dire le communiqué de presse, et puis je ne vous lirai pas les textes, je les ai en version anglaise, mais je vous donnerai les liens. Le communiqué de presse qui date du 17 décembre 2021. 17 décembre 2021, c'est le début des attaques dans le Donbass. Renforcement des dispositifs, des tirs, etc. Est-ce que c'était avant ou après? J'en sais rien, mais c'était une date tournante. Souvenez-vous, le 24 février, il y a les événements qu'on connaît. Et là, le communiqué du ministère des Affaires étrangères dit « Lors d'une réunion au ministère russe des Affaires étrangères le 15 décembre 2021 de cette année, la partie américaine a reçu des projets d'accord entre la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique sur les garanties de sécurité et d'un accord sur les mesures visant à assurer la sécurité de la Fédération de Russie et des États membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. » En réalité, les Russes ont proposé deux documents, un document de projet de traité Russie-États-Unis et un deuxième document qui est un accord OTAN-Russie. Vous suivez? Bon, il y a les textes qui sont donnés et le communiqué de presse qui est disponible sur le site du ministère russe et même sur certains think tanks des États-Unis, mais pas en France. En France, à droite et à gauche, je n'ai vu nulle part ces documents.
Le texte continue en disant « La partie américaine a reçu les explications détaillées et nécessaires sur la logique de l'approche russe et les arguments correspondants ont été présentés. Nous espérons que sur la base de nos projets de traités et d'accords, les États-Unis entameront très prochainement des négociations sérieuses avec la Russie sur une question d'une importance cruciale pour le maintien de la paix et de la sécurité. » Le président Biden a répondu « bullshit ». Bon. Et les autres ont suivi. Macron n'a pas fait de commentaires sur le sujet, ni les autres. J'ai les textes, je vous les passe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette demande russe est absolument conforme à l'article 1, paragraphe 1 de la charte de l'ONU. Ce n'est pas une lubie, ce n'est pas une paranoïa des Russes. La charte de l'ONU, et si vous regardez bien la fin de leur texte sur la garantie de la sécurité, en fait, les Russes font exprès de faire référence implicitement à la charte de l'ONU. Ils disent, dans la charte de l'article 1, la charte de l'ONU précise, il s'agit de prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix. Des mesures collectives efficaces. C'est ce que demandent les Russes. L'extension de l'OTAN, ce n'est pas une garantie collective, c'est une garantie occidentale qui vise les Russes et les Chinois. C'est d'ailleurs dit dans les orientations d'orientation stratégique de l'OTAN. Donc finalement, les documents sont là. Les documents sont là et ils signent la réalité. Vous avez des analyses géopolitiques qui rejoignent ce point de vue-là de Pierre-Emmanuel Thoman qui sont assez intéressantes. Alors finalement, moi ce que je voulais vous dire, c'est que m'exprimant en tant que citoyen français, européen non maastrichtien, mais européen quand même, moi ma conception, c'est la conception de Gaulle de l'Atlantique à l'Oural, c'est la conception de Mitterrand de Confédération européenne qui faisait sa part à la Russie, dans des définitions qui étaient à approfondir, mais enfin c'était exprès pour, et d'autres. Henri de Grossouvre a écrit le livre Paris-Berlin-Moscou en 2002. Le président Chirac a effectivement envoyé des signaux et sa diplomatie a renforcé les partenariats avec la Russie, alors qu'il parlait russe jusqu'à un certain point, peut-être pas couramment, mais assez bien pour dire un certain nombre de choses. Et finalement, on est confronté à une alternative simple, à mes yeux. Si l'Europe veut exister, regardez les masses économiques, démographiques et regardez les positions géographiques, l'Europe, ce n'est pas grand-chose à l'échelle du monde. Hein. Face aux 1 milliard et plus d'Indiens, 1 milliard et plus de Chinois, la puissance américaine, l'Europe, c'était la stratégie préconisée par Chirac, Mitterrand, De Gaulle, a intérêt à s'allier à la Russie. Au fond, son intérêt, c'est la Russie. L'intérêt des États-Unis, comme l'ont expliqué Mackinder au XIXe siècle, et puis comme l'a expliqué Brzezinski, en fait, il faut diviser pour régner. Il faut surtout empêcher les Européens de travailler avec les Russes. Il ne faut pas qu'ils utilisent leur gaz, il vaut mieux qu'ils prennent du gaz de schiste américain, qui pollue et qui est cher, et puis, si possible, des engrais d'Ukraine et du blé d'Ukraine qui maintenant est la propriété de grandes compagnies américaines. Donc, soit on est vassalisé, c'est-à-dire soit on est une colonie américaine, ce qui apparemment est le choix d'Ursula von der Leyen, d'Emmanuel Macron et de tous les autres, et on suit bêtement contre nos intérêts, parce que les Américains, ça ne leur coûte pas grand-chose la guerre en Ukraine. Hein. Ils liquident leur vieux stock, ils renouvellent leur matériel militaire, et ils vendent ou ils achètent et ils feront payer par les Européens éventuellement le reste de la facture comme ils l'ont fait en Irak. Ou bien on a une position soucieuse d'indépendance et de souveraineté. Voilà, c'est un peu les choses que je voulais dire en citant la devise des chercheurs pour la paix. Si tu veux la paix, cultive la justice. Vous savez, c'est la réponse au slogan militaire qui est très prisé par les militaires, que je respecte, mais je pense qu'ils n'ont pas totalement raison, ils ont en partie raison. Si tu veux la paix, prépare la guerre, ça ne suffit pas. Si on prépare trop la guerre, on fait peur aux autres et on a la guerre. Donc il faut et la préparation de la guerre et la préparation de la justice par des traités. Voilà, je vous remercie, c'est une introduction, je resterai à votre disposition.
Alors sans transition, je vais succéder à M. Galis. On ne s'est pas du tout concerté, mais vous allez voir que les grands esprits se rencontrent, comme dit le proverbe. Alors tout d'abord, je voudrais remercier moi aussi Irina pour son action de maintien du fil de la relation franco-russe par-delà les contingences politiques. C'est pas facile, c'est même très très difficile. Mais surtout, c'est très important que comment dire, la présence russe en France et à Paris notamment se fasse par ce club, par ce petit espace du dialogue, ce qui fait que la Russie ne se résume pas à l'envoi de bombes ou à des plateaux télé absolument, comment dire, quasiment diffamatoires tous les jours à l'égard de ce pays. Et moi-même, en tant que professeur, vous l'avez dit, j'ai une formation de sciences politiques, de relations internationales, mais aussi je suis spécialiste d'études russes. Et donc, non seulement je parle russe, mais je travaille sur la Russie. Je sais combien il est difficile de maintenir cette relation franco-russe dans un contexte où nous, universitaires, spécialistes de la Russie, nous ne pouvons pas, en fait, maintenir cette relation, puisque du fait des sanctions, toutes les conventions de coopération avec nos partenaires universitaires ont été interrompues, suspendues. Nous ne pouvons pas envoyer des étudiants en mobilité et nous ne pouvons pas partir en mission en Russie. Alors, si on y va, c'est à nos frais et de manière, je dirais, presque clandestine. Donc, d'où le caractère très précieux de ce qui est maintenu ici. Et encore une fois, je la remercie de cette présence, en fait, très importante. Alors, c'est difficile de garder le cap de l'analyse la plus objective possible sur la Russie, ce qui passe par la connaissance d'abord, c'est-à-dire la connaissance, ça veut dire avoir un certain nombre de connaissances historiques, géographiques, linguistiques, culturelles. Ça a l'air banal ce que je dis, mais ce n'est pas du tout banal, vous allez voir pourquoi je souligne ça. Et puis ça suppose aussi d'avoir un accès à des informations diverses, croisées, que l'on peut croiser, c'est-à-dire des informations venant de Russie, venant de l'extérieur sur la Russie, des analyses critiques dans tous les sens. Et donc, à partir du moment où la connaissance en tant que telle est absolument, je dirais, presque bannie des grands médias, c'est-à-dire, moi, le reproche que je ferais aux grands médias, au traitement de l'actualité russe et ukrainienne en particulier, c'est non pas tant d'être... enfin, on peut leur critiquer d'être vraiment... comment dire, répondre à des injonctions du pouvoir dans un sens, bon, certes, mais c'est pire que ça, je dirais. C'est l'absence totale de connaissances et souvent d'énormités qu'on entend sur l'histoire, sur la culture, vraiment de clichés absolument énormes, qui entretiennent en fait un climat d'hostilité idiote. Voilà. Alors l'hostilité, je veux bien, mais l'idiotie, j'ai un peu du mal. Et de par l'information croisée, ça nécessite, comme disait Gabriel, d'avoir accès aux informations, c'est-à-dire de pouvoir consulter des sites russes aussi. Et donc, je le fais, hein, c'est possible quand on le veut, mais c'est devenu beaucoup plus difficile. Et donc, de ce fait, garder le cap de cette analyse est aussi difficile, mais très important. Et donc, c'est très important que vous soyez là aussi pour continuer à s'intéresser à la Russie d'un point de vue de la manière la plus objective possible. Alors récemment, j'ai publié ce livre qui s'appelle « Le logiciel impérial russe ». Je vais essayer de vous expliquer ce que j'entends par là, aux éditions de l'Artilleur. Donc c'est tout récent, dans lequel j'ai essayé de synthétiser plein de sujets différents, de relations internationales, d'économie, de politique intérieure, de politique extérieure. Et j'ai eu accès à ces fameux médias pendant un certain temps. Alors, j'ai pas été invité sur 20h, on ne dit plus le 20h maintenant, le 21h des grandes chaînes, mais j'ai quand même suffisamment été invité dans plusieurs plateaux pour voir comment ça se passait. Et notamment, mon éditeur avait beaucoup insisté pour que j'accepte de passer une fois. Je suis passé une fois, mais j'ai pas voulu faire une deuxième fois parce que c'était vraiment difficile pour moi. Et voilà. Mais j'ai fait une fois LCI. Voilà. Et alors ça, c'était vraiment une épreuve très très dure, mais je l'ai fait.
Et c'était intéressant de voir comment ça se passe, de voir comment on se crée sur un plateau à plusieurs un consensus implicite, hein, et comment se construisent des plateaux en fait, parce qu'avant d'y aller, j'avais un peu observé comment ça se passait. Et alors j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur un jour où il y avait Olivier Kempf, qui est quelqu'un qui n'est pas comment dire, quelqu'un de parfaitement objectif, mais qui est quand même nettement plus compétent que d'autres, qui est un analyste géopolitique et militaire, qui ne raconte pas d'énormité. Et puis d'autres personnes dont j'ai oublié le nom, mais dont j'ai vu comment tout ça était en fait, en réalité, construit. C'était intéressant de voir ce qui se disait en coulisses et puis ce qui se dit sur le plateau. C'était le jour où Macron avait fait sa fameuse déclaration à Prague en disant que, je sais plus quoi, enfin, une énormité, dans une des séries d'énormités qui sort de manière assez régulière. C'était avant la volonté, enfin sa déclaration disant qu'il fallait des troupes au sol, mais c'était un truc déjà assez fort. Et hors plateau, tout le monde était tout à fait d'accord pour dire que c'était n'importe quoi, mais sur le plateau, j'ai bien vu que quand on continuait à dire que c'était n'importe quoi, on était vraiment regardé. Ah bon, mais attendez, implicitement, vous ne devez pas dire ça. Donc suffisamment d'expérience aussi pour voir comment se construit un consensus, comment se construit ce que les sociologues américains appellent le groupthink, ou la pensée de groupe. C'est un phénomène sociologique applicable à des tas de professions et qui est vraiment une réalité de notre temps et très fort. C'est-à-dire on est dans des milieux où il faut absolument se conformer non pas forcément se conformer à une pensée, mais en tout cas se conformer à un comportement qui exclut naturellement de dire un certain nombre de choses. Alors je le vis pas seulement sur les plateaux télé, mais à l'université en France, etc. Et je pense que vous, qui êtes issus, je suppose, de différents milieux professionnels, vous le constatez aussi, c'est quelque chose de très fort. Et donc la Russie est entrée au top 5, je dirais, des thématiques de ce groupthink. Donc il est très difficile de tenir un discours objectif sur la Russie. Voilà, un discours objectif et analytique. Il faut forcément... Alors moi, je vois des collègues, et même des anciens étudiants ou doctorants que j'aime beaucoup, qui commencent leur carrière, et je vois très bien comment ils doivent toujours donner des gages, produisent une analyse tout à fait intéressante et bonne, mais tout en donnant des gages, un peu comme autrefois en Union soviétique. Je me rappelle, moi je suis assez vieux pour avoir connu la fin de l'Union soviétique et avoir lu beaucoup de thèses soviétiques des années 80 pour ma propre thèse, où ça commençait toujours par un chapitre absolument illisible sur la pensée de Marx, Engels, Lénine, Staline, enfin plus Staline, mais Lénine, Brejnev, puis Gorbatchev. Enfin, on citait des trucs obligatoires qu'il fallait mettre pour ensuite parler d'autre chose. Et c'était le passeport pour pouvoir faire une thèse, c'est d'avoir ce premier chapitre en sociologie, en économie, dans les sciences humaines et sociales. Pour pouvoir dire quelque chose d'intéressant, il fallait en passer par là, dire qu'effectivement Lénine, dans Matérialisme et Empiriocriticisme, page 547, avait dit ça, etc. Tout le monde s'en fout, mais il fallait le faire. Et aujourd'hui, c'est pareil sur la Russie. Si vous voulez passer et même essayer de faire passer des analyses critiques et des analyses objectives, il faut d'abord commencer par dire voilà, c'est terrible, cette agression, je ne sais pas comment formuler ça, en disant qu'on se distance bien de cet État russe criminel et de cette... voilà. Il est impossible de dire, par exemple, très difficile de dire, regardons les faits et essayons de poser une analyse politique en dehors de toute considération morale, éthique, moralisante, philosophique, etc. Ça, c'est tout de suite suspect d'être un agent du Kremlin ou de la Chine communiste ou que sais-je encore. Alors, petite introduction, mais je viens au fait. On ne s'est pas concerté, moi aussi je me suis demandé, parce que je suis un élève sérieux, donc j'ai vu la guerre des empires, donc je dis bon, très bien, les empires, c'est quoi? Moi aussi, sur la notion d'empire, il y a beaucoup de choses à dire, je vais aller très vite. Pour moi, la notion d'empire est une notion d'abord historique. Ça renvoie à une forme d'exercice du pouvoir politique sur un territoire, donc c'est quelque chose qui est très lié
au territoire. Et donc je distingue, enfin on distingue, deux grandes formes d'empires traditionnellement, que moi j'appelle d'un côté les empires archaïques. Alors archaïque, ça ne veut pas dire, comment dire, passé de mode, ça veut dire archaïque au sens ancien, de forme ancienne, dont la Russie fait partie, dont la Chine fait partie, dont l'Empire romain fait partie, donc cette matrice, les empires archaïques qui se sont constitués par l'expansion territoriale continue sur un certain nombre de siècles ou de millénaires, et qui ont formé un territoire sous une domination politique commune. Donc l'Empire russe s'est formé, pour moi, à partir de la fin du XVe, début du XVIe siècle, autour de Moscou, qui est sa capitale, jusqu'au XIXe siècle. Et puis l'URSS et ensuite la Fédération de Russie sont donc des héritières de cet empire archaïque russe. Je vais revenir sur cette notion. Et puis on a aussi les empires coloniaux modernes, c'est-à-dire des empires occidentaux, qui sont, eux, le produit d'une expansion aussi, mais d'une expansion par voie maritime et par projection de la puissance à travers les mers. Et donc, je pense qu'il y a une distinction très fondamentale à faire entre ces empires archaïques et ces empires coloniaux modernes. Ils fonctionnent de manière très, très différente, et notamment, un point très important, me semble-t-il, et qui va rejaillir dans les débats contemporains, c'est la notion de colonie. Qu'est-ce que c'est qu'une colonie? Qu'est-ce que c'est qu'un traitement colonial? Qu'est-ce que c'est que le colonialisme? Donc on sait très bien que l'Algérie était une colonie française, que l'Angola était une colonie portugaise, que l'Amérique du Nord a été une colonie anglaise, etc. Bon. L'Indonésie, une colonie néerlandaise. Bon. Mais est-ce que, par exemple, la steppe kazakh était une colonie de la Russie? Est-ce que la Géorgie était une colonie de la Russie? Est-ce que l'Ukraine centrale était une colonie de la Russie? Ça, alors, aujourd'hui, on a tendance, dans l'université, notamment occidentale, à plaquer cette notion de colonialisme qui a été fabriquée et qui a été pensée pour les empires coloniaux modernes et pour la suite de ces empires coloniaux modernes après la décolonisation, donc ce qu'on pourrait appeler les études postcoloniales, enfin ce qu'on appelle les études postcoloniales. On va plaquer ces études postcoloniales sur la réalité de la Russie, ou des anciennes, on va dire, républiques de l'Union soviétique, des anciens territoires de cet empire russe. On va plaquer cette problématique postcoloniale. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très problématique d'un point de vue intellectuel déjà. Il faut se poser des questions intellectuelles. J'en parle dans mon livre. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes schémas? Est-ce qu'il y avait une volonté de coloniser de la même manière? Est-ce que le rapport entre une métropole et ses colonies est le même quand on est dans la continuité territoriale et quand on est à 5000, 4000, 5000, 10 000 kilomètres distants de plusieurs milliers de kilomètres de mer? C'est une question. Alors, il y a la notion d'impérialisme aussi, qui renvoie à plusieurs réalités. Pour moi, l'impérialisme, ça peut être deux choses. Ça peut être l'idéologie d'un empire, donc l'idéologie qui va justifier l'expansion impériale, la domination impériale, les procédés coloniaux, tout ce qu'on veut, voilà. Et puis ça peut être une idéologie d'expansion politico-économique, mais qui n'est pas forcément liée à un État qui a une forme d'empire. Au sens marxiste, par exemple, vous l'avez rappelé d'ailleurs, il peut y avoir un impérialisme sans empire, un impérialisme où l'empire n'est pas un empire au sens étatique. L'impérialisme britannique, bon, il y a eu un empire britannique, mais rappelons-nous que l'empire britannique en tant que tel, c'était le British Empire, c'est quelque chose qui apparaît en 1831. Avant, il n'y a pas de cette notion. Voilà. Donc, l'Empire britannique s'est constitué après, en fait, la colonisation, si on peut dire, et la conquête. Donc, accompagne cette conquête, mais n'est pas un processus qui commence comme empire. On peut se poser la question de savoir s'il y a un empire américain, je vais revenir là-dessus, c'est un terme qui est souvent employé. Puis, il y a une troisième notion que je voudrais introduire, amener à votre réflexion, et dont vous n'avez pas parlé, mais je suis sûr que vous êtes d'accord avec le fait de l'introduire, c'est la notion d'hégémonie, qui me semble très importante. Alors l'hégémonie, ce n'est pas une forme d'État, l'hégémonie, c'est une volonté de domination politique, c'est en quelque sorte la libido dominandi d'un État. Cet État peut être un empire, peut être un État-nation, et cette hégémonie, c'est la projection de la puissance d'un État par des vecteurs qui sont très divers. Ça peut être le vecteur militaire,
vecteur économique, financier, culturel, et dans des champs d'application très, très variés qui peuvent être... il peut y avoir une hégémonie aux frontières, une hégémonie régionale, une hégémonie continentale, une hégémonie globale. Bon. Alors, pour être très clair, pour moi, je parle d'empire pour la Russie et je parle d'hégémonie pour les États-Unis. Voilà, je distingue. Je ne parlerai pas d'empire pour les États-Unis, c'est trop compliqué à appliquer. Par contre, je parlerai d'empire pour la Russie et de logiciel impérial. Alors, très très vite, pourquoi logiciel impérial? Parce que alors, la Russie d'aujourd'hui, bien sûr, n'est plus un empire, mais elle a gardé des éléments constitutifs de sa forme impériale originelle, impériale qui est pris au sens donc ancien, archaïque du terme. Mais ce qui est tout à fait paradoxal dans le cas de la Russie, dans l'histoire politique de la Russie, c'est d'avoir constitué de manière concomitante un État impérial archaïque à l'époque moderne et d'avoir constitué à la fois, en même temps, un empire archaïque et un État moderne. Et ça, c'est, à mon avis, particulièrement intéressant. C'est un phénomène historique, je pense, qui n'existe pas, qui est unique. C'est-à-dire, on a à la fois une forme empire archaïque, c'est-à-dire expansion territoriale continue à partir de la fin du XVe siècle, à partir de Moscou. Donc on va l'extension progressive de la souveraineté, de la grande principauté de Moscou, qui devient empire de Russie, etc., qui va s'étendre sur quasiment 3 continents, en tout cas à une certaine période, européen, asiatique et américain, avec l'Alaska, bon, c'est un petit recul. Mais en fait, c'est donc par certains traits un empire qu'on peut comparer à l'Empire romain, hein, bien sûr, pas pleinement, parce qu'il y a quand même 2000 ans de différence, enfin 1500 ans de différence, mais quand même, c'est cette forme d'empire-là. Et en même temps, la Russie se constitue comme État moderne européen en se constituant comme État dans des formes politiques, dans des formes politiques et dans des pratiques politiques venues d'Europe occidentale, d'abord importées des voisins immédiats, c'est-à-dire la Pologne, etc., la Suède, etc., puis ensuite en devenant une puissance européenne à part entière. Et donc, dès le départ, dès la fin du XVIe siècle, enfin dès le XVIe siècle, la Russie va importer, Moscou va importer la légitimité byzantine pour la dynastie régnante et va importer aussi par cette légitimité byzantine tout un tas de pratiques politiques. Alors moi, je suis un très grand lecteur d'un auteur que certains connaissent peut-être, qui est un historien du droit, qui s'appelle Pierre Legendre, qui a beaucoup travaillé sur la France, en fait, et sur l'Europe, mais qui m'a beaucoup inspiré d'une manière générale et dont je reprends beaucoup de... non pas d'idées, mais je dirais de façon de penser. Et je pense qu'effectivement, c'est grâce à lui, en fait, que j'ai compris que c'était très intéressant de voir que la Russie était géopolitiquement archaïque et politiquement moderne. Et donc là, il y a quelque chose... Je pose ça comme ça et il faut y réfléchir. Alors les États-Unis, par contre, c'est une puissance hégémonique globale, alors qui veut être globale, et dont le caractère hégémonique n'est pas dans un logiciel de départ. C'est-à-dire, je ne pense pas, il y a des gens qui le pensent, mais moi je ne pense pas que les États-Unis soient au départ un projet d'empire global ou d'hégémonie globale. Au contraire, le début des États-Unis, c'est une indépendance conquise par rapport à la métropole britannique, dans une volonté, je dirais, d'indépendance et de souveraineté sur son propre continent. Mais l'évolution historique va faire que les Américains, Nord-Américains, enfin les Américains au sens United States, vont s'étendre, vont pratiquer une sorte d'expansionnisme impérial archaïque, eux aussi, donc conquête impériale des espaces nord-américains proprement dit, puis un expansionnisme hégémonique régional au XIXe siècle, les guerres contre l'Espagne et contre les résidus coloniaux espagnols, la guerre américano-texane par exemple, qu'on a complètement oublié, qui précède la guerre de sécession. Bon. Donc, et ensuite, bien sûr, un expansionnisme hégémonique régional qui s'affirme dès 1823, c'est-à-dire à peine 50 ans après l'indépendance américaine,
très vite, les États-Unis sont une puissance hégémonique avec la doctrine Monroe qui est proclamée en 1823. Et puis, on va connaître ce destin hégémonique global sur lequel je reviendrai, mais qui a quelque chose à voir avec, au XXe siècle, bien sûr, quelque chose à voir avec le dessin hégémonique global qui était porté par l'Empire britannique depuis le XIXe siècle. Et alors aujourd'hui, je reviendrai sur comment peut-on définir cette hégémonie américaine. Alors, dans une vision très réaliste des relations internationales, qui est la mienne, je vois la confrontation d'aujourd'hui, 2024, entre la Russie et l'Occident collectif, comme les Russes disent maintenant, donc l'Occident mené par les Américains, comme étant une confrontation qui oppose, d'un côté, enfin, qui oppose une stratégie d'impérialisme défensif, donc de la Russie, face à une stratégie offensive de la quête de l'hégémonie globale américaine occidentale. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, l'impérialisme défensif russe, là aussi, ça n'est pas une invention de ma cervelle. Bon, c'est quelque chose qui a été posé déjà depuis assez longtemps, et notamment par un historien américain d'origine russe qui s'appelle Mark Raef, et qui a été explicité et repris par un autre historien, cette fois-ci non pas américain mais russe, qui a vécu en France en fait, ou en Suisse d'ailleurs, je ne sais plus très bien. Michel Heller, H-E-2-L-E-R. Michel Heller a publié un livre qui s'appelle Histoire de l'Empire russe, que je vous recommande, qui est pour moi le meilleur livre sur l'histoire de l'Empire russe qui puisse exister en langue française ou en langue occidentale. L'impérialisme défensif russe, c'est quoi? C'est deux axiomes. Premier axiome, l'État est le garant de la pérennité de la société. C'est-à-dire que sans État, ou sans un État suffisamment solide, la société, c'est-à-dire au sens où les Russes, enfin, le terme russe le plus exact, ce serait общественность, en fait, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment traduire en français, mais qui est en fait l'ensemble social, constitué par la Russie et par la résultante de l'expansion territoriale. Cette société russe ne peut pas tenir sans un État qui garantisse son existence. Ça, c'est un axiome de base. Et le deuxième axiome, c'est la survie de l'État constitue l'impératif politique numéro un. Parce que sans survie de l'État, il n'y a pas de survie de la Russie en tant que telle, en tant que société. Alors, ça me mène à porter ma pierre, si on peut dire, à l'édifice théorique, en inventant une notion qui est la mienne, qui s'appelle moscopolitisme. Donc c'est un jeu de mots, vous avez bien compris. Pour moi, l'idéologie ou la dynamique politique en Russie, c'est le moscopolitisme. Et qu'est-ce que c'est que le moscopolitisme? C'est une dynamique politique qui part de Moscou et qui vise à Moscou, la capitale, le siège du pouvoir politique. Vous allez me dire, oui, mais entre 1703 et 1917, Moscou n'était plus la capitale. D'accord, c'était plus la capitale, mais les souverains quand même, peut-être un peu superstitieux, je ne sais pas, continuaient de se faire sacrer au Kremlin. Ils n'ont pas changé. Ils vivaient à Saint-Pétersbourg, mais ils venaient quand même recevoir l'onction dans les lieux historiques. Donc Moscou restait symboliquement la capitale, et Moscou est donc le centre aujourd'hui de la Fédération de Russie, et c'est la véritable idéologie politique, c'est ça, c'est que Moscou doit être le garant de la survie, de l'unité de cet État. Ce n'est pas un hasard si Vladimir Poutine a baptisé, enfin pas seulement lui d'ailleurs, mais autour de lui, en 2000, quand on a cherché un nom, en 99, quand on a cherché un nom pour ce parti qui allait lancer Vladimir Poutine en gagnant d'abord les élections législatives en décembre 99, puis présidentielles, on s'est dit comment on va baptiser ce parti? On l'a appelé Единство, qui s'appelle Unité. Et après, ce parti a évolué, et en 2001, on l'a rebaptisé Единая Россия, qui veut dire Russie unie. Alors ce nom de unité, Russie unie, c'est vraiment, je dirais, un des indices sémantiques de ce que j'appelle moscopolitisme. Alors il y a d'autres termes qui sont apparus. Qu'est-ce que c'est que le moscopolitisme? C'est une dynamique politique et géopolitique de concentration des ressources politiques, économiques, etc.,
autour de Moscou et avec Moscou. Voilà, Moscou ne lâche pas, en quelque sorte, ne doit pas tout lâcher. Alors, ça peut être interprété, j'ai ma collègue de Sciences Po qui s'appelle Sabine Dulin, qui est une historienne, voilà, a inventé un concept que je trouve intéressant aussi, elle appelle ça la frontière épaisse. Alors, c'est pas très joli comme terme, mais bon, mais c'est assez explicite. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'elle montre dans ce livre, c'est que dans l'histoire de la Russie, il y a toujours cette volonté d'assurer autour des frontières une espèce de zone comme ça, tampon, de sécurité. C'est-à-dire une conception très centrale de la sécurité du territoire, qui est quelque chose qu'elle repère au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, au XXe, etc. Alors ça entraîne une politique que j'appelle dans le livre le bastion, c'est-à-dire la Russie face à au danger perçu de l'extérieur, je vais y revenir, va se constituer en bastion, hein, et donc le bastion de l'époque stalinienne, le bastion de la Seconde Guerre mondiale, le bastion de la guerre froide pour résister à la pression occidentale, etc. Le bastion aujourd'hui, d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire on voit par exemple qu'entre 2022 et 2023, il y a eu 500 000 emplois qui ont été créés dans le complexe, enfin dans le secteur militaro-industriel au sens large. C'est aussi des ouvriers, des techniciens, mais c'est aussi la recherche-développement, du conseil, pas mal de postes dans les universités qui ont été en quelque sorte vaénisés, je ne sais pas comment on dirait ça en français, guérisés, enfin militarisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Comment? Oui, non, enfin c'est-à-dire que ce sont devenus des postes importants, enfin, qui sont liés en fait au secteur de la défense, au sens large du terme. Bref, ce bastion, cette stratégie du bastion, elle va donc elle est très, enfin comment dire, elle a des contraintes, elle a des limites, notamment économiques, mais aussi des limites géopolitiques. Mais c'est très important de bien comprendre que dans cette optique-là, dans cet univers de l'impérialisme défensif russe, du moscopolitisme, la guerre est un prolongement naturel et absolument nécessaire. Mais la guerre est comment dire, n'est pas tellement besoin d'être explicitée. Par exemple, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé depuis le début de l'entrée en guerre, enfin depuis le début de l'invasion en 2022, c'est des interrogations sur les plateaux en Occident en disant mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'ils font en fait les Russes? Pourquoi ils font cette guerre? Et quel est l'objectif? Et quels sont les objectifs vraiment? On ne comprend pas. Est-ce qu'ils veulent envahir toute l'Ukraine? Est-ce qu'ils veulent conquérir la Pologne? Est-ce qu'ils veulent prendre le contrôle de l'Europe? Ou est-ce qu'ils veulent juste... Bon, on ne comprend pas très bien. D'un point de vue russe, si on se met à l'intérieur en fait, de ce système que j'ai appelé moscopolitisme, on n'a pas véritablement besoin d'expliquer ces objectifs parce qu'ils paraissent presque naturels. Si vous posez la question à des Russes dans la rue, ou que vous partez... Je suis allé en Russie l'été dernier, je n'aurais pas à le dire, c'est quasiment interdit, mais bon. Et dans le sud de la Russie, dans la région du Caucase Nord, et je discutais comme ça avec des gens vraiment que je ne connaissais pas, bon, dans les cafés, les restaurants, dans la rue. J'ai fait comment ça s'appelle? Je ne trouve plus mes mots. Une randonnée assez grande, assez longue en montagne avec 6 personnes. Donc j'ai longuement parlé de ça. Et effectivement, discuter avec des gens qui étaient contre la guerre, mais qui soutenaient à fond l'armée. Voilà. Et c'est une position, quand vous regardez les sondages aujourd'hui publiés, c'est un peu ce qui sort. C'est-à-dire, bon, on aimerait bien que cette guerre s'arrête, on aimerait bien que cette guerre est absolument horrible. En plus, elle se fait contre des gens qu'on connaît bien. Qui n'a pas de famille ukrainienne ou de peuples très imbriqués. Donc cette guerre devrait cesser, mais en même temps,
On soutient l'armée, voilà. Et quand on essaie, pourquoi cette guerre, à ton avis, pourquoi cette guerre se fait? Quels sont les objectifs? Il faut la faire. Il faut la faire, parce que c'est comme ça. Et il faut la faire parce qu'il y a une question de survie qui n'est même pas, comment dirais-je, explicitée, et qui n'a pas vraiment besoin d'être explicitée. Je suis sûr que c'est quelque chose dont on parlera. Alors, finalement, le poutinisme, qu'est-ce que c'est? Alors, je me suis fait beaucoup d'amis, en général, avec mon analyse du poutinisme, en France en tout cas, mais tant pis, ça ne m'empêche pas de continuer de penser que le poutinisme, c'est une sorte de manifestation contemporaine de ce que j'appelle moscopolitisme. Alors, si vous regardez pas mal d'analyses occidentales, le poutinisme, c'est quoi? C'est l'émergence d'une nouvelle classe d'oligarques prédateurs qui s'appuient derrière une idéologie patriotique et un personnage qui est Poutine, qui serait une sorte d'homme de paille, en fait, pour pouvoir s'enrichir et mettre la main sur les ressources au nom de la défense de l'État. Bon. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Navalny, qu'on retrouve chez beaucoup de collègues, disons sociologues ou spécialistes de la Russie en Occident. Moi, je pense que c'est pas faux, mais c'est très superficiel comme vision. Je pense qu'il y a, si on regarde profondément, et si on a une analyse un peu historique, on voit que ce poutinisme est aussi une stratégie, et même surtout, visant à survivre en tant qu'État, parce qu'on est arrivé à la fin des années 90 avec, dans les élites dirigeantes, je ne dis pas toutes les élites dirigeantes, mais une partie des élites dirigeantes, et une grande partie de la population, une perception comme ça diffuse qu'il y avait un danger pour la survie de l'État russe lui-même, pour le danger de la survie de la Russie elle-même, à la fin des années 90. Et que quelque part, ce danger pour la survie de l'État russe était lié à l'hégémonie occidentale et à l'invasion, en fait, de cette hégémonie occidentale dans toutes les sphères sociales en Russie. Alors, c'était pas une invasion militaire, c'était pas le déploiement de l'OTAN, c'était tout simplement les réformes économiques, les idéologies, les idées en circulation, la justification d'un certain nombre d'actions publiques sous l'époque Yeltsin, justifiée par, disons, l'occidentalisation, qui a eu tellement de conséquences néfastes pour la société que, finalement, ça a alimenté, en fait, cette perception d'un danger de cette hégémonie globale américaine. Alors, l'hégémonie globale américaine occidentale, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une stratégie qui a un but toujours offensif, c'est ça qu'il faut bien le dire. Alors, elle dispose d'une multiplicité de vecteurs militaires, économiques, financiers, culturels, numériques, mais le vecteur militaire est central parce que c'est le dispositif qui permet de maintenir la dynamique de l'expansionnisme. Donc, en 2017, il y avait 210 000 hommes déployés, militaires américains déployés dans le monde, à l'extérieur des États-Unis, c'est-à-dire à peu près 10% du personnel militaire américain, dans 810 bases militaires déclarées et 177 pays. Donc c'est vous dire que bon, cette hégémonie globale et ce vecteur militaire, c'est pas un détail, hein, et c'est sans commune mesure avec n'importe quel autre dispositif russe, chinois, français. Enfin, c'est absolument, je dirais, de rapport au moins 1 à 10, sinon plus. Alors, cette hégémonie globale, elle a un objectif très précis, et je trouve que cette guerre russo-ukrainienne le montre très bien. On voit, quand on écoute les discours officiels de Biden, de Blinken, etc., tout est dit, en fait. Tout est très, très clair. L'objectif, c'est quoi? C'est de garder à tout prix la maîtrise de la définition des règles et des normes globales. Donc, c'est ce que, dans le jargon américain, on appelle « rules-based international order ». Rappelé quasiment dans chaque discours officiel de Biden. Voilà. À propos de la guerre en Ukraine, il faut maintenir donc cet ordre international basé sur les règles, c'est-à-dire des règles que nous définissons, hein, afin de quoi? Bon, eh bien, vraiment, le plus important, c'est pour moi de consolider la domination financière globale du dollar, bon, qui est aujourd'hui, en fait, le fondement essentiel de l'hégémonie globale américaine occidentale. Fabriquer cette dette qui est payée en dollars et qui constitue pour les États-Unis un moyen de tenir, en fait,
cette hégémonie. Et aussi, et c'est très important aussi, la maîtrise de ces règles permet aussi de pousser et de contraindre l'ouverture des marchés au bénéfice des États-Unis. On voit très bien comment l'OMC, ex-GATT, hein, l'OMC, Organisation mondiale du commerce, a servi, organisation vraiment néolibérale, a servi l'ouverture des marchés de nombreux pays du monde, notamment le marché russe, d'ailleurs dans les années 90. Donc la perspective de l'adhésion de la Russie à l'OMC a obligé par exemple la Russie à ouvrir une partie de ces marchés, notamment dans le secteur des hydrocarbures. Donc c'est un système toujours offensif parce qu'on n'en a jamais fini. Et donc, vous avez parlé de vassalisation de l'Europe. Moi, je pense qu'effectivement, ce n'est pas seulement une vassalisation de l'Europe, c'est une vassalisation du monde, en fait, enfin de ce qu'on peut vassaliser. Voilà, est-ce qu'il se laisse vassaliser? Est-ce qu'il adhère, en fait? Alors, la question qu'on peut se poser, pour moi, sur la situation de l'Europe aujourd'hui, c'est pas tellement est-ce qu'on est vassalisé ou pas, parce que je pense que c'est évident qu'on le voit, qu'on l'est, mais surtout, pourquoi est-ce que cette vassalisation n'est jamais évoquée en ces termes? Et surtout, qui sont ceux qui la veulent et la mettent en œuvre? Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, c'est une question qu'il faut se poser. Alors, je finirai par quelques remarques plus concrètes, plus géopolitiques. La confrontation actuelle Russie-Occident collectif, c'est une confrontation qui se déroule sur différents terrains dans le monde. Et donc, on assiste depuis une dizaine, quinzaine d'années à une montée des confrontations russo-occidentales sur des terrains, sur le terrain du Moyen-Orient, Syrie, etc. Mais pas seulement, il se passe plein de choses. Ce n'est pas forcément des confrontations militaires, mais ça peut être des confrontations diplomatiques. Et je pense qu'un des événements majeurs qui s'est déroulé ces dernières années, c'est la manière dont l'Arabie saoudite a changé de politique vis-à-vis de la Russie et de la Chine. Bon. Ça veut dire qu'il y a des mouvements de fond très importants. Je crois qu'on en avait parlé, vous vous souvenez, Irina, quand Pierre Conessa était... J'avais partagé le plateau, si on peut dire, avec Pierre Conessa, on en avait parlé. Bon, il y a l'Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, et une présence russe, bien sûr considérée comme... Wagner, etc. Tout ça, c'est très intéressant. Je peux y revenir si vous voulez. Il y a mythe et réalité aussi dans ces affaires Wagner. L'Amérique latine, alors ça, l'Amérique latine, ce serait pour moi, c'est très intéressant parce que c'est vraiment le terrain de chasse des États-Unis, c'est vraiment la doctrine Monroe. Hein. Donc, si par exemple, il venait dans l'idée du président mexicain de vouloir instaurer des coopérations plus étroites avec la Russie ou la Chine, je pense que ce serait difficile. Voilà. Mais en fait, le terrain essentiel de la confrontation russo-américaine et russo-occidentale, c'est le voisinage de la Russie, c'est-à-dire 4 voisinages. Le voisinage européen, donc l'Ouest, donc l'Ukraine, la Pologne, les pays baltes, etc., l'Europe, l'Union européenne, le voisinage Caucase-Mer Noire, qui marchent ensemble, le voisinage Asie centrale, et le voisinage, on oublie toujours, mais qui est très important, Arctique. Donc ça fait 4 voisinages. Et sur tous ces terrains, on voit des montées de la confrontation, des confrontations économiques, financières, normatives, diplomatiques et parfois militaires. L'impérialisme défensif russe d'aujourd'hui, du XXIe siècle, il réagit de manière différenciée à tout ça. C'est très important de le noter, parce que souvent dans les grands médias, on vous dit la Russie fait ci, la Russie fait ça, la Russie a telle politique. Bon. La Russie, elle a des politiques très différenciées en fonction des territoires et des États sur lesquels elle porte sa politique. Et ça, cette diversification, cette différenciation de la politique à l'égard des différents voisinages, elle vient de la prise en compte par la diplomatie russe de la diversification géopolitique de ces voisinages. Et ça, c'est quelque chose qui commence avec la Révolution orange en 2004-2005,
avant, effectivement, jusque vers 2004, il y avait une espèce de considération à Moscou où, bon, ça c'est nos anciennes républiques, voilà, c'est nos anciens pays frères, je ne sais pas quoi. Mais la révolution orange a sonné, je dirais, le tocsin dans les consciences. Ils se sont dit, oh là là, il s'est passé quelque chose qu'on n'a absolument pas anticipé. On ne pensait pas que c'était possible, donc il va falloir vraiment maintenant sérieusement travailler sur nos voisins et travailler de manière, en profondeur. Hein. Bon. Et ça a été fait, mais en 2004, ça ne s'était pas du tout fait. Et aujourd'hui, on a une politique extrêmement différenciée, russe, à l'égard de ces différents voisinages. Donc, dire par exemple une phrase comme la Russie veut reconstituer l'URSS, c'est absolument idiot, en fait, parce que d'abord, c'est faux. Enfin, c'est faux, et c'est faux aussi parce que on n'est plus dans l'après-URSS, on est déjà plus tard. Les différentes régions, les différents pays même, on ne traite pas le Kazakhstan comme l'Ouzbékistan, par exemple. Moi, je travaille beaucoup avec des étudiants de master sur ces questions, d'autant que nous avons des étudiants kazakhs, ouzbeks, chaque année qui viennent. Et donc, les sujets qui reviennent souvent, d'intérêt, c'est quelle est la différence de la politique ouzbèque à l'égard, enfin comment l'Ouzbékistan se situe dans le rapport entre la Russie et la Chine, et comment le Kazakhstan se situe-t-il, comment aménagent-ils leur politique, et comment la Russie en fait perçoit ces différences. Ça, c'est des sujets très actuels, et ce qu'on constate, c'est que la Russie du XXIe siècle a une politique extrêmement différenciée. Voilà. Et je dirais que ce qui est une constante, s'il fallait définir quelle est la constante, c'est l'objectif russe, c'est de ne pas permettre l'alignement exclusif d'un État du voisinage sur un bloc hostile ou sur une puissance hostile. Donc c'est le cas de l'Ukraine. Hein, le problème, c'est la volonté ukrainienne, enfin la volonté du gouvernement ukrainien actuel d'entrer dans l'OTAN, d'entrer, si on peut dire, dans les structures de sécurité occidentales. Ça, c'est considéré comme un alignement exclusif et c'est considéré comme dangereux pour la sécurité de la Russie, le moscopolitisme. En revanche, on semble assez bien, alors c'est une question, c'est une question de recherche, mais on semble à Moscou accepter assez bien les nouvelles politiques mises en œuvre par des États du voisinage comme l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Arménie, qui sont des politiques de multi-alignement. C'est-à-dire, ces pays d'Asie centrale, par exemple le Kazakhstan, mettent en œuvre une politique, à mon avis, très intelligente, de multi-alignement, de bonnes relations avec tout le monde, avec la Russie. Bien sûr, on reste membre des structures de sécurité OTSC, Union asiatique, mais on est également on a des relations très étroites, et notamment économiques, avec la Chine, et on cherche beaucoup de partenariats avec les Occidentaux, et notamment universitaires, académiques. Ça, j'en suis tout à fait témoin. Et aujourd'hui, depuis la guerre en Ukraine, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ont triplé le nombre d'étudiants qu'ils envoient à l'étranger. Triplé. Et notamment dans les pays occidentaux. Alors, cette politique de multi-alignement, par contre, elle est très bien regardée à Moscou, elle est très bien connue, elle est très bien analysée, et elle est visiblement très bien acceptée. Ce qui fait qu'effectivement, la confrontation actuelle entre la Russie et l'Occident collectif, c'est une confrontation qui, alors je vais finir là-dessus, ce sera ma conclusion, qui met aux prises deux édifices de puissance, d'un côté la Russie, de l'autre l'Occident, qui sont doublement asymétriques. D'abord, il y a une asymétrie quantitative qui est bien sûr en faveur de l'Occident collectif, puissance économique, puissance financière, puissance militaire, si on regarde les budgets, si on regarde les armements, si on aligne les chars, les nombres de missiles, etc., il y a plus, bien plus côté occidental que côté russe, bien plus. Mais en revanche, il y a aussi une asymétrie qualitative. Et cette asymétrie qualitative, elle me semble être plutôt en faveur de la Russie. Alors, quels sont les atouts de la Russie dans cette confrontation ?
c'est d'abord sa cohérence et sa cohésion. Ce n'est pas le moindre des atouts. Alors bien sûr, la Russie est un État multiethnique, il y a des tensions, il y a des très très grosses difficultés, il y a des inégalités sociales et territoriales très fortes, etc. Tout ça, on le sait, mais néanmoins, la cohésion de l'État et de la société autour de l'État est beaucoup plus solide que l'Occident le pense en général, et la guerre en Ukraine le montre. Ensuite, la politique de l'État russe est dans la continuité de son logiciel constitutif. Voilà. Et donc, alors que pour l'Occident, il y a une très très grande difficulté à assurer la cohérence de sa politique, parce que d'abord, on est nombreux et on est à la fois vassalisé par les États-Unis, mais en même temps en guerre économique avec les États-Unis. C'est ça qui est très paradoxal. C'est-à-dire que ce bloc occidental, il est à la fois très unifié dans le discours. Enfin, il y a une volonté d'unifier le discours, d'aligner tout le monde comme ça sur des positions, mais en réalité, il est traversé de tas de contradictions internes, comme dirait Lénine, très très fortes. Et les États européens sont à la fois vassalisés par les États-Unis d'un point de vue politico-stratégique, ça c'est incontestable, et en même temps sont dans une guerre économique avec les États-Unis. Et cette guerre économique, elle ne date pas de la guerre en Ukraine, elle date au moins des années 60-70. Et donc ça fait de l'édifice Occident collectif un édifice vraiment fragile, et ce qui fait que l'asymétrie en la faveur de l'Occident, elle est quantitativement réelle, qualitativement beaucoup moins importante. Il faut ajouter à cela la montée en puissance de ce Sud global, et que la Russie, que la nouvelle, je dirais, pensée de politique étrangère russe qualifiée de majorité mondiale. Alors ça, je finirai là-dessus. Il se passe aujourd'hui en Russie des choses intéressantes du point de vue de la doctrine de la politique étrangère. Alors, il y a une nouvelle doctrine de la politique étrangère qui a été votée et mise en œuvre en 2023. Et puis, disons, il y a toute une pensée d'experts proches du pouvoir qui réfléchissent à la conceptualisation, et notamment un monsieur qui s'appelle Sergei Karaganov, qui est considéré un peu comme, je dirais, l'expert en chef, l'idéologue en chef, entre guillemets, de la politique étrangère, qui a publié un très long texte il y a quelques jours, qui a été traduit et commenté par ma collègue Marlène Laruelle sur le site grandcontinent.eu. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à le lire, puisque c'est rare que des textes soient traduits aussi vite et soient en fait des textes aussi actuels et aussi importants, et donc où il explique comment la Russie doit être un des porte-voix essentiels de cette majorité mondiale. Donc la majorité mondiale, c'est la majorité du monde contre l'Occident, en quelque sorte, sauf l'Occident. Zolotoy milliard, comme dit Karaganov, le milliard doré, c'est-à-dire les riches. Hein. Donc c'est intéressant de voir comment la Russie se place du côté du Sud global pour se fabriquer cette majorité mondiale, qui est encore moins unifiée que l'Occident, ça c'est clair, mais qui montre que nous vivons des temps où très triste par certains aspects, mais très passionnant par d'autres, de mutation profonde des relations internationales. Et pour des gens qui s'intéressent à la science politique, aux relations internationales, je pense que il faut quand même se réjouir qu'une vision des temps intéressants. Voilà, ce sera ma conclusion, en vous remerciant. Andriy Biaroussov, donc, est dans le cercle du pouvoir depuis le début des années 2000, en fait. Il n'était pas au premier plan, il était plutôt au second plan, mais il a été un peu à l'administration présidentielle, il est passé au gouvernement, il est devenu vice-premier ministre plus récemment, donc ça c'était en 2019, dans le gouvernement Mishustin.
Alors, les vice-premiers ministres, dans le système russe, ils jouent un rôle très important. Alors, ils sont nombreux. Je crois qu'il y en a 10 en ce moment, 9 ou 10. Mais néanmoins, ils jouent un rôle très important parce qu'ils sont une sorte d'échelon de coordination entre le Kremlin et le Premier ministre et les ministres. Voilà. Et ils s'occupent de choses. Enfin, on ne va pas faire un cours d'institution russe, mais c'est un échelon très important. Et Belousov, pendant cette période, dans ses attributions de vice-premier ministre, a déjà eu en charge toute l'économie industrielle et notamment le secteur militaro-industriel. Donc, alors, le secteur militaro... Alors, pour répondre à votre question, est-ce que ça peut être un successeur de Poutine je sais pas. Personne ne sait. Voilà. Il est quand même pas très jeune non plus. Je crois qu'il a 64 ans, me semble-t-il, ou quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas très jeune, bon, en soi, et ce qui n'est pas très jeune en Russie, encore moins jeune en Russie. Voilà. En tout cas, sa nomination, comme vous dites, montre... Alors, je ne sais pas si c'est pour militariser encore davantage l'économie, mais en tout cas, c'est pour gérer les flux financiers, notamment budgétaires, mais pas seulement budgétaires. Parce que cette guerre, elle n'est pas seulement financée par le budget de l'État, elle est aussi financée par des flux qui viennent des grandes sociétés qui vont... alors, je ne sais pas comment ça se passe d'un point de vue strictement juridique, mais ça peut être sous forme de crédit d'impôt, etc. Mais il y a beaucoup d'argent qui circule et qui va vers le secteur militaro-industriel. C'est-à-dire qu'il y a d'autres secteurs qui vont investir vers le secteur militaro-industriel. Ils vont prendre des parts dans des entreprises, dans des groupes. Par exemple, tout ce qui concerne une partie de l'ingénierie qui est prise en charge dans des villes de l'Oural, etc., on voit des investisseurs bancaires, voilà, des investisseurs même de l'agro-business aller vers le complexe militaro-industriel. Ça veut dire qu'il y a tout un tas il y a beaucoup d'argent qui va vers ce secteur, l'argent du budget de l'État, mais aussi de l'argent venant de différents secteurs économiques. Et ça, je pense qu'effectivement, ça crée évidemment des tensions, ça crée des phénomènes de corruption. On voit que dès ce matin ou hier, je ne sais plus très bien, tout de suite, d'abord, il y a 15 jours, il y a eu une grosse affaire. Le vice-ministre de la Défense a été arrêté, donc Timur Ivanov. Donc ça, c'est rare qu'un ministre soit arrêté comme ça dans son bureau. C'était déjà arrivé avec Ulyukayev il y a quelques années, mais là, c'est un signal fort quand même. Donc la question, c'était combien de temps Shoigu va encore rester en poste. Voilà. Bon, il est à sauter. Enfin, il a été promu, mis sur un coussin rouge, comme on dirait. Voilà. Je pense que Belousov est là pour gérer ça, voilà, parce que c'est un professionnel de l'économie. C'est un économiste. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un collègue, en fait, c'est un universitaire au départ. Il vient de l'Académie des sciences, il vient d'un institut très connu. Alors j'ai un collègue que vous connaissez sans doute, c'est sans doute venu au dialogue aussi, qui s'appelle Jacques Sapir, voilà, et qui a très bien fait un très bon portrait de Belousov sur Twitter. Un long fil pour expliquer qui il était et d'où il venait, je vous le recommande, et dans lequel il explique notamment qu'il fait partie de ce groupe d'économistes que Jacques a bien connu, parce qu'il a beaucoup travaillé avec eux, à l'époque où il y avait le séminaire franco-russe en économie, qui a été un grand moment c'était une des coopérations intellectuelles franco-russes les plus fructueuses qui a été mise en place entre nos deux pays, je dois dire. C'était vraiment super, ce séminaire. Alors moi, je ne suis pas économiste, mais donc j'y allais parce que ça m'intéresse, l'économie. Je ne suis pas un économiste, mais les questions économiques m'intéressent. J'ai suivi beaucoup de séminaires, j'ai beaucoup appris. Voilà. Alors, Belousov n'était pas là parce qu'il était déjà parti il a quitté le monde académique dans les années 90, mais il était l'élève de plusieurs, ou l'épigone de plusieurs personnes dans ce centre d'économie mathématique, le TSEMI. Donc je vous renvoie à ce fil de Jacques Sapir sur Andrei Belousov qui, je vois, a été publié sur des sites, voilà, sur le PGE. Sur la terminologie américaine et puis sur la conception chinoise. Sur la terminologie américaine, il faut prêter attention aux termes qu'ils utilisent eux-mêmes.
pour désigner leur hégémone, pour lire de cette façon-là. Dans le livre de Brzezinski, il y a la notion de primacy. Il y a la notion qui est utilisée par tous les présidents des États-Unis d'Amérique, même les plus gentils, leadership. Et puis, il y a une autre notion, moi, que j'ai découverte à Genève, dans la bouche d'un sous-secrétaire d'État des États-Unis, juste avant la Deuxième Guerre en Irak, 2003. Dans une séance de la conférence du désarmement. Une des séances qui se passe, vous savez qu'il y en a qui se passent à New York, d'autres à Genève, d'autres à Vienne. Les désarmements se passent là-bas. Et alors, comme ils en avaient assez d'être critiqués pour leur unilatéralisme, il est allé expliquer que ce n'était pas vrai. Et alors, il a distribué un papier que j'ai quasiment encadré dans ma chambre, tellement ça me plaît, tellement c'est beau. Il a dit non, 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 vous n'avez pas compris, nous ne sommes pas pour l'unilatéralisme, mais nous sommes pour l'organisation. Et l'organisation, ça veut dire, et je le dis en anglais, effective multilatéralisme. Ça veut dire un multilatéralisme efficace. Et pour que le multilatéralisme soit efficace, il faut qu'il soit backboned. Backbone, ça veut dire vertébré, vous voyez? Donc, en fait, les Américains, ils sont démocrates, ils sont même multilatéralistes. Simplement, ils vous laissent les cheveux, ils vous laissent les orteils, ils vous laissent un certain nombre d'organes annexes, ils se gardent le cerveau et la colonne vertébrale. Je crois que c'est vraiment une conception très forte parce que ça se trouve sur le site du département. Vous mettez effective multilatéralisme, l'homme s'appelle Stephen J. Rademacher, il est à encadrer parce que ce texte dit la vérité. Deuxième remarque sur les Chinois, je pense qu'on a tout faux et qu'on ferait bien de regarder plus sérieusement. Moi, quand je donne des cours de diplomatie, je cite les auteurs chinois et je cite les sinologues qui disent des choses intéressantes. Et commençons par le plus simple, c'est le yin et le yang. Tous les abrutis qui passent par là, les sinologues du café et du commerce, vous disent que c'est l'homme et la femme. Mais pas du tout. Parce qu'une femme, elle est yin par rapport à son mari, mais elle est yang par rapport à sa fille. Autrement dit, c'est une position relationnelle. C'est-à-dire que nous sommes dans la philosophie d'Aristote. C'est toujours une chose ne peut pas être contraire à une autre chose. Le principe de non-contradiction, c'est un principe aristotélicien. Bon, le chinois, il ne s'embête pas avec ça. Il vous dit, vous êtes à la fois un adversaire et un ami. Vous êtes un concurrent et un frère. Qu'est-ce que vous voulez faire avec quelqu'un qui ne s'enferme pas dans des catégories à l'américaine? Parce que alors là, c'est carrément le contraire. Et c'est là où on a un vrai clash culturel, peut-être pas de civilisation, mais de terminologie. Vous avez le type qui a le flingue et le type qui se fait flinguer, quoi. Bon, ça c'est le western. Chez les Chinois, c'est plus compliqué. Et ça va jusqu'à des terminologies qu'on aurait dû prendre un peu plus au sérieux. Quand les Chinois, quand vous dites est-ce que les Russes actuels, ils sont dans la mondialisation ou pas dans la mondialisation? Mais il faut relire Mao Tse-tung pour le coup. Mao Tse-tung, il disait oui, il y a la bourgeoisie nationale et il y a la bourgeoisie comprador. La bourgeoisie comprador, c'est la bourgeoisie qu'on dirait aujourd'hui internationalisée, sans attache. D'où Poutine qui a une politique avec ses oligarques. Ces oligarques qui veulent bien, un peu comme les Chinois d'ailleurs, et c'est ce que dit Emmanuel Todd avec la notion de démocratie autoritaire opposée à oligarchie libérale, c'est-à-dire on veut bien que vous fassiez des affaires. Moi j'ai vu récemment une citoyenne suisse militante qui faisait un retour de mission, une sociologue qui fait partie de notre conseil de fondation, retour de Chine. Et alors, elle présente des diapos et elle dit « Là, je suis avec un multimillionnaire ». Et alors, il y avait ses camarades du Parti communiste suisse qui étaient là, qui se sont mis quasiment à engueuler, passez-moi l'expression, la numéro 2 de l'ambassade de Chine à Berne, en lui disant « Quoi ? Vous avez des multimillionnaires et des milliardaires dans le Parti communiste, mais pas chez nous ». Ben oui, les Suisses, ce n'est pas des Chinois, les Chinois, ce n'est pas des Suisses. Effectivement, je n'ai pas connaissance que dans le Parti du travail, en Suisse, il y ait des multimillionnaires ou des milliardaires. Pour les Chinois,
Ce n'est pas une contradiction. Et la diplomate a répondu de façon très calme, mais chez nous, le parti est le représentant du peuple, et dans le peuple, il y a des gens qui ont de l'argent et des gens qui ont moins d'argent. Circuler, il n'y a rien à voir. Je ne vous dis pas que c'est ma position, je ne suis pas en train de justifier, j'explique. Hein, comme disait Spinoza, expliquer, ce n'est pas justifier. Mais il faut d'abord essayer de comprendre avant de dire c'est des salauds, c'est des gentils, c'est des ceci et c'est des cela. Donc on a un vrai problème, et quand on analyse la complexité, je pense qu'il faut faire l'effort d'écouter. Il y a en France des gens qui ont fait des choses intéressantes, mais on ne les a pas écoutés. Moi, je suis tombé par hasard sur le livre d'un ancien diplomate, mais de gros calibre français, qui est malheureusement décédé, je pense maintenant, Francis Gutmann. Francis Gutmann, il a été patron de Péchinet-Gilles Kuhlmann et il a été secrétaire général du Quai d'Orsay pendant de nombreuses années. Il a écrit ce livre en 2011. Et ça s'intitule « Changer de politique, une autre politique étrangère pour un monde différent, point d'interrogation ». Et là-dessus, il pose toutes ces questions sur l'Eurasie, les alliances, le monde multipolaire, 2011. Et ce type, il avait travaillé avec Mitterrand, avec Chirac, avec l'État. Donc c'est vraiment le bon diplomate, Francis Gutmann. Et il y en a un autre qui vient de faire un livre beaucoup plus petit et aussi pertinent. C'est un homme qui a un peu modifié sa position depuis le 22 février 24 parce qu'il s'aligne un petit peu. Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France à Moscou, qui a écrit un très bon petit livre qui s'appelle « La diplomatie au péril des valeurs ». Et dans lequel il dit, bah, écoutez, on ne discute pas qu'avec les gens qui sont d'accord avec nous. Le propre de la diplomatie, c'est de discuter avec tout le monde. Si vous discutez qu'avec votre copain, c'est du copinage. Ce n'est pas de la diplomatie. Alors, la diplomatie, c'est de se parler franchement, mais de se dire les choses. Et c'est mieux de s'engueuler que de se tuer. Voilà, c'est quand même le principe de base de la diplomatie. Et alors, je vais terminer par un autre livre, parce que pour ceux qui sont germanophones, l'avantage de ma position en Suisse, c'est que vous savez, 63% de la population suisse parle allemand, enfin une espèce d'allemand, et ils comprennent quand même l'allemand officiel. Bon. Et alors je viens de découvrir, grâce à une amie allemande, le livre d'un auteur qui a publié quelques semaines avant l'opération militaire spéciale. Et cet homme s'appelle Klaus von Dohnanyi. Alors comme l'indique le von, c'est un aristocrate. Un de ses oncles a été fusillé par Adolf Hitler, il faisait partie de ces aristocrates anti-nazis. Et alors, en lisant ce livre qui s'appelle Nationale Interessen, donc intérêts nationaux, et c'est sous-titré Orientation pour une politique allemande et européenne dans un monde en train de se déliter, de se défaire. Et alors, moi, j'ai découvert une chose chez cet homme-là, c'est qu'il dit. J'attire votre attention là-dessus, parce que c'est un Allemand qui le dit. Le louper avec l'Est, ça remonte au traité de l'Élysée et au préambule du traité de l'Élysée. Vous savez qu'Adenauer et De Gaulle avaient signé un traité et que le Bundestag, sous pression de Monnet et des États-Unis, a introduit un préambule dans le dos de De Gaulle, qui a dit d'ailleurs à la suite de ça, ces Allemands sont des cochons. C'est Perfit qui dit qu'il l'a dit, moi j'y étais pas dans le bureau de De Gaulle. Enfin, je fais confiance à Perfit. Et alors, ce qui est intéressant là-dedans, et c'est pour montrer que tout ça c'est pensé, ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est que le préambule fait mention de l'OTAN. Or, qu'est-ce qu'il y a dans le traité de Maastricht, curieusement? Il y a une phrase très sibylline qui dit « Ce traité sur les politiques d'orientation de politique étrangère commune ne met pas en cause le fait qu'un certain nombre de signataires du traité sont engagés dans le traité de l'Atlantique Nord. » Pourquoi est-ce qu'un traité de l'Union européenne ferait référence à un traité dont le commandant en chef des forces suprêmes est le président des États-Unis? Et le commandeur à Bruxelles de l'OTAN est un Américain, toujours. Bon, on peut mettre un secrétaire général norvégien pour la décoration, mais celui qui a le pouvoir, c'est celui qui est effectivement le militaire. Donc moi, je trouve que Klaus von Dohnanyi, qui nous écrit dans son livre, et qui a été un des artisans de l'Ostpolitik aux côtés de Brandt. Donc ce type-là, il a été ministre de Willy Brandt, il a été maire de Hambourg, c'est pas le gamin. Il dit, mais vous savez, le débat qui s'est posé au Bundestag, c'était le débat entre les atlantistes et les gaullistes.
Et il écrit gaulliste. Moi, je n'avais jamais vu un Allemand se réclamer du gaullisme. Surtout qu'en France, plus personne ne s'en réclame à peu près maintenant. Ceux qui font semblant, ils ne prennent pas grand-chose de Gaulle, notamment le livre de Hélène Carrère d'Ancos, que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore lu, Le général de Gaulle et la Russie. C'est un livre fondamental parce qu'elle explique la stratégie de Gaulle qui avait discuté avec Staline. Il était allé voir Staline. Et Staline lui avait dit, vous savez, votre place au Conseil de sécurité, vous nous la devez, hein, membre permanent. Alors, est-ce que c'était totalement vrai, en partie vrai? Mais ce n'est pas exclu que la place de membre permanent au Conseil de sécurité, ça a été pour les Russes, dans ce contexte-là, un moyen d'éviter un face-à-face frontal avec les États-Unis. Donc voilà des éléments qu'il faut garder en tête, parce qu'il y a des diplomates qui réfléchissent, je veux dire, qui ont anticipé, et la faute, elle incombe aux pouvoirs politiques et aux exécutifs qui n'ont pas suivi, enfin, en particulier depuis Sarkozy, quoi. On a vraiment un changement de la politique française. Sarkozy nous fait rentrer dans l'OTAN. Hollande dit c'est pas bien, parce qu'il est président du groupe socialiste. Je vous invite à relire la belle déclaration gaullienne qu'il a faite pour dire que c'était scandaleux. Et dès qu'il arrive à la présidence de la République, il demande à Védrine d'écrire un rapport qui lui dit qu'il faut conclure au fait qu'on n'en ressorte pas. Bon. Donc Védrine, il a été payé pour faire ce qu'on lui a dit, et il a fait un rapport lamentable. C'est-à-dire le rapport, il dit en gros, il faut avoir des relations avec la Russie parce qu'ils ont du gaz, quoi. Mais l'aspect géopolitique d'équilibre géostratégique n'est pas du tout mis en cause. Donc, en fait, tout est dans les textes, c'est ça qui est curieux. Les zones grises, si vous voulez, il n'y a pas tellement de cachotterie, il faut chercher. Simplement, si on se contente de regarder le journal télévisé, effectivement, on croit qu'il y a des bons et des méchants. Moi, j'y arrive plus maintenant, hein. Je laisse ma femme regarder, mais dès qu'elle est partie, je zappe sur les animaux, l'histoire. Non, mais c'est le seul truc qui ne m'énerve pas à la télé, c'est le reportage animalier ou à la rigueur les reportages tardifs d'Arte sur la culture et l'histoire. Mais le reste, je monte au mur. Donc ma femme me dit arrête de rouspéter, c'est pas toi le journaliste. Ok, alors je vais faire autre chose, mais c'est quand même. Je veux dire qu'aujourd'hui, ça devient terrible de voir à quel point les certitudes assénées, je vous cite l'ultimatum de Poutine, tout le monde va vous parler de cet ultimatum, y compris les journalistes du monde diplomatique qui, sur cette question-là, sont bornés. Et quand j'ai dit à la journaliste, sur la Russie, ils sont quand même bouchés, hein. Sur la Russie, ils sont bouchés. Et quand j'ai dit à la journaliste, pourquoi vous ne publiez pas les documents, pourquoi vous ne publiez pas le communiqué de presse, et pourquoi vous appelez ça un ultimatum, la journaliste qui a fait l'article me répond, parce qu'il a amassé des troupes à la frontière. Donc il a fait ça sous la pression de la force, et c'est un ultimatum de fait. Bon, c'est pas un ultimatum de fait. Il a réagi avec ses troupes à la frontière parce que ça faisait 30 ans que les Russes y demandaient des garanties. Et c'était Rocard qui le disait, et c'était Kennan qui le disait. Donc en fait, il y a eu un moment où on arrivait à une impasse. Je ne dis pas que c'était la meilleure solution, mais il n'y en avait pas 36. Il y en avait peut-être une, il y en avait peut-être deux, et l'histoire dira quelles étaient les alternatives qui s'offraient aux Russes. Donc moi je dis, sur cette question-là, moi je ne trouve pas en France de médias qui fassent une analyse régulièrement, alors sauf des médias spécialisés, sauf des gens comme Sapir auxquels on autorise encore à se produire dans certains endroits, Sapir qui corrige effectivement les choses, et qui en particulier, quand il dit on compare le PIB de l'Espagne au PIB de la Russie, enfin on le faisait avant, il dit on oublie simplement qu'on compare, on ne juge pas en parité de pouvoir d'achat, d'une part, et puis, deuxièmement, on oublie la notion de noyau productif. C'est-à-dire, c'est ce que dit Emmanuel Todd, qui dit qu'il faudrait distinguer le PIB et du produit intérieur réel. Parce qu'il dit, quand vous produisez des machines-outils, et il fait le calcul, là, il dit, regardez, les machines-outils où elles sont produites aujourd'hui, les machines-outils, c'est les machines qui produisent des machines. Ben, ce sont les Allemands, les Coréens, les Suisses dans certains domaines, mais ça, je ne sais pas si ça va durer longtemps, en tout cas, pas les États-Unis. Et en tout cas pas la France. Il y a qu'à avoir l'appareil industriel français et l'appareil industriel allemand qui sont délités. Et à cause de sabotage de Nord Stream, les Allemands payent cher la facture. Ils commencent à s'en rendre compte. Est-ce que ça va changer? On va voir les prochaines élections. Donc en fait, la notion d'information et de guerre de l'information, bon, et puis le dernier mot, c'est pour vous dire, vous savez que l'OTAN maintenant est en train de franchir un degré de plus dans la notion de guerre de l'information. Vous avez François Ducluzel, lieutenant-colonel de son État, en disponibilité de l'armée,
qui a une société privée, parce qu'il est par ailleurs ingénieur, qui travaille pour l'OTAN et qui est en train de travailler sur la notion de guerre cognitive. Vous mettez ça sur un moteur de recherche, vous regardez Cognitive Warfare, et il vous résume sa philosophie, qui travaille avec ses copains, hein, il travaille en réseau et sur contrat. En fait, l'idée centrale, c'est le prochain champ de bataille, ce sont vos cerveaux. C'est dit tel quel. Alors ça veut dire qu'on va coupler les biotechnologies, les nanotechnologies, l'informatique avec nos cerveaux. Et on est en train de le faire d'ailleurs. Hein. Les médias, les agences de presse qui sont derrière les médias, et vous avez de moins en moins de journalistes qui vont effectivement au contact, ils ont peu l'argent pour le faire, mais qui recopient les communiqués des agences de presse. Et vous en avez 3-4 dans le monde occidental, vous n'en avez pas une infinité. Bon. Bientôt, l'intelligence artificielle fera des tas d'articles. Alors déjà, encore que l'intelligence artificielle ne soit pas le pire, parce que 2 mois après la guerre en Ukraine, notre fils est allé voir la guerre en Ukraine. Il a demandé à l'intelligence artificielle. Eh bien, c'était moins bête que ce que disaient les spécialistes des plateaux de télé sur LCI. Non, parce que l'intelligence artificielle répond, c'est un sujet compliqué, il y a différents points de vue, elle y va sur la pointe des pieds, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire les gens qui ont mis les algorithmes derrière. Hein. Je ne pense pas que ce soit un cerveau tout seul qui a pensé ça. Mais ça veut dire qu'il y a pire que ça. Il y a actuellement pire. Et moi, je suis sidéré par le niveau de formation. Quand il y a 20 ans, au moment de Maïdan et même avant, j'étais à l'époque encore interrogé par la télévision et la radio suisse, ce qui n'est plus le cas depuis 5 ans, et que j'étais passé à la moulinette parce que j'aimais l'ours russe. Hein, bon. D'ailleurs, sur Wikipédia, il paraît que notre institut est pro-russe. On a essayé de modifier en expliquant pourquoi on a été pro-bien. Eh bien, on ne peut pas. Je vous signale que c'est plus coopératif, Wikipédia. Hein. C'est bloqué. Si vous défendez... Le cas d'Anne-Laure Bonnel, c'est scandaleux, c'est un propagandiste. Oui, mais Jacques Beau aussi, mais un certain nombre. Donc aujourd'hui, on ne peut plus modifier, donc on va voir si on peut faire un recours, comment, etc. Mais c'est une vraie bataille, parce que vous pouvez faire la modif, mais elle n'est pas sauvegardée. C'est-à-dire, elle revient en arrière. Alors moi, j'ai réussi à faire une modif par notre fils sur la page en anglais. Oui, sur le francophone, mais sur anglophone. Absolument. Donc sur la version française, on est pro-russe et abominable. Sur la page en anglais, on est un institut de recherche, point. Il n'y a presque rien, mais enfin au moins on ne dit pas qu'on est pro-russe. Il y a beaucoup de Français qui sont sur le Wikipédia anglophone et qui sont même pas qui n'ont rien du tout. Oui. Donc c'est vraiment épuisant. C'est vraiment épuisant. Et c'est pour ça que je suis venu au dialogue franco-russe, pour ça, je veux dire, parce qu'ils font ce travail qui est utile et qui est une vraie réinformation où tout le monde n'est pas d'accord, mais au moins tout le monde est pour la paix des peuples. Je veux dire que c'est quand même ça qui est là, et qu'on a des dirigeants qui sont belliqueux, on a des militaires qui sont parfois pacifiques. Moi, je dois dire que la grosse découverte que j'ai faite en 22 ans de recherche sur la paix, c'est de découvrir, et je vous donne pas les noms, mais il y a des généraux 4 étoiles français, il y a des généraux de différents pays, et qui sont en général relativement modérés, parce qu'ils savent ce que c'est la guerre, contrairement à ceux qui les envoient.